Kiev vient d'être frappé par une nouvelle vague de missiles et de drones russes. Des immeubles ont été éventrés, des civils ont été tués, et l'armée ukrainienne a dû reconnaître un problème plus grave que les dégâts visibles. Elle manque d'intercepteurs pour arrêter les missiles balistiques russes. Le timing n'est pas neutre. Ces frappes arrivent juste avant le sommet de l'OTAN à Ankara, prévu les 7 et 8 juillet 2026. La Russie frappe la capitale ukrainienne au moment où les dirigeants occidentaux doivent parler défense, aide militaire, industrie d'armement et avenir de la relation transatlantique. Moscou envoie un message simple. Tant que l'Ukraine ne reçoit pas assez de systèmes de défense aérienne, la Russie peut continuer à user les villes, les infrastructures et le moral ukrainien. Kiev, de son côté, répond par des frappes plus profondes sur les infrastructures russes, les raffineries, les dépôts de carburant, les ports, les lignes logistiques et les accès vers la Crimée. Le conflit entre donc dans une phase plus dangereuse. La Russie intensifie les frappes sur les villes ukrainiennes. L'Ukraine cherche à rendre la guerre plus coûteuse pour la Russie. Et l'OTAN arrive à Ankara avec une question lourde. Qui paie, qui produit, qui livre et qui assume la sécurité de l'Europe si les États-Unis réduisent leur rôle. Selon Reuters, la Russie a lancé début juillet une attaque massive contre Kiev avec 74 missiles et près de 500 drones. Le bilan provisoire faisait état d'au moins 30 morts et plus de 90 blessés. Environ 130 bâtiments ont été endommagés dans la capitale ukrainienne. Quelques jours plus tard, une autre attaque russe a encore frappé Kiev et sa région. Reuters rapporte au moins 20 morts, dont 14 à Kiev, et souligne un détail militaire central. L'Ukraine n'aurait intercepté aucun des 23 missiles balistiques tirés lors de cette vague. Ce point compte plus que le nombre total de drones abattus. Les drones peuvent saturer la défense aérienne. Les missiles balistiques, eux, imposent une réponse plus rare et plus chère. Pour les arrêter, l'Ukraine dépend surtout de systèmes comme les Patriot américains et surtout de leurs missiles intercepteurs. Le problème ukrainien est donc industriel autant que militaire. Un système de défense aérienne sans missiles disponibles devient une promesse vide. Un pays peut recevoir des batteries, des radars et des annonces politiques, mais si les stocks d'intercepteurs ne suivent pas, la capitale reste exposée. Volodymyr Zelensky a déjà lié ses attaques au sommet de l'OTAN. Son message aux alliés est direct. L'Ukraine ne demande pas seulement du soutien politique, elle demande des décisions concrètes sur les défenses aériennes, les munitions, les missiles et les capacités de frappe. Côté russe, le calcul est lisible. Moscou cherche à montrer que l'aide occidentale ne suffit pas à protéger l'Ukraine. Chaque frappe sur Kiev met en scène la limite des stocks occidentaux. Chaque missile qui passe renforce l'idée que la guerre se joue aussi dans les usines américaines et européennes. La Russie ne cherche pas seulement à détruire des bâtiments, elle cherche à créer une pression politique. Sur l'Ukraine d'abord, sur les opinions publiques européennes ensuite, et sur les dirigeants de l'OTAN qui doivent expliquer pourquoi des années de soutien militaire n'ont pas encore donné à Kiev une bulle aérienne durable. Le sommet d'Ankara arrive donc dans un climat de tension extrême. Officiellement, l'OTAN réunit ses chefs d'État et de gouvernement les 7 et 8 juillet 2026 en Turquie. Officieusement, ce sommet va mesurer l'état réel de l'Alliance après des mois de doute sur la posture américaine. Donald Trump doit rencontrer Volodymyr Zelensky en marge du sommet. Cette rencontre pèse lourd parce qu'elle intervient dans un moment où Kiev dépend encore des États-Unis pour plusieurs capacités critiques. Renseignement, défense aérienne, missiles, logistique, maintenance et coordination militaire. Le problème pour les Européens, c'est que l'administration américaine pousse depuis des mois une logique de transfert de charges. Washington veut que l'Europe finance davantage sa propre sécurité. Ce débat n'est pas nouveau, mais la guerre en Ukraine l'a rendu impossible à éviter. L'Europe découvre une équation difficile. Elle veut soutenir l'Ukraine, dissuader la Russie, renforcer sa base industrielle de défense, réduire sa dépendance aux États-Unis et éviter une rupture avec Washington. Tout cela en même temps, avec des budgets sous pression et des armées qui ont longtemps fonctionné avec des stocks limités. Le sommet d'Ankara va donc parler de l'Ukraine, mais aussi de l'Europe. La question derrière les communiqués officiels est brutale. Les Européens peuvent-ils produire assez vite pour compenser un engagement américain moins automatique ? La guerre en Ukraine a déjà prouvé une faiblesse structurelle, les armées européennes possèdent des matériels avancés, mais les volumes restent trop faibles pour une guerre d'attrition. Les obus, les missiles, les intercepteurs, les drones, les pièces de rechange et les capacités de production deviennent aussi importants que les chars ou les avions.
La Russie l'a compris, elle mise sur le temps, l'épuisement industriel et les divisions politiques occidentales. Elle accepte de payer un coût humain et matériel énorme parce qu'elle pense pouvoir durer plus longtemps que la coalition qui soutient Kiev. L'Ukraine, elle, répond par une stratégie de pression asymétrique. Elle ne peut pas bombarder la Russie avec la même masse que Moscou utilise contre elle. Elle cible donc les points sensibles: carburant, raffinerie, ports, ponts, dépôts, bases navales, radars, voies ferrées et logistique en Crimée. Cette stratégie est visible depuis plusieurs semaines. Des frappes ukrainiennes ont touché des infrastructures énergétiques et logistiques en Crimée occupée. Des ponts ferroviaires, des dépôts de carburant et des installations électriques sont visés pour rendre la péninsule plus difficile à approvisionner. La Crimée reste un symbole pour Moscou, mais elle est aussi une plateforme militaire. Elle sert à soutenir les forces russes dans le sud de l'Ukraine, à protéger la mer Noire, à stocker du matériel, à déplacer des troupes et à projeter la puissance russe vers le front. Si l'Ukraine parvient à isoler progressivement la Crimée, elle ne reprend pas automatiquement la péninsule, mais elle augmente le coût de son occupation. Elle oblige la Russie à détourner des moyens de défense aérienne, à protéger davantage de sites, à réorganiser ses convois et à accepter une logistique plus lente. Le pont de Kertch reste au centre de cette pression. Il relie la Russie continentale à la Crimée occupée. Pour Vladimir Poutine, c'est une infrastructure politique autant que militaire. Pour Kiev, c'est une cible stratégique parce qu'elle symbolise l'annexion et qu'elle soutient les flux russes vers la péninsule. Les services britanniques et plusieurs médias spécialisés ont signalé que l'affaiblissement des défenses russes autour du détroit de Kertch pouvait ouvrir plus d'options à l'Ukraine. Kiev ne communique pas toujours sur ses plans, mais l'objectif général est clair: rendre la Crimée moins sûre pour l'armée russe. Cette pression ukrainienne sur les infrastructures russes change aussi la discussion à Ankara. L'Ukraine ne veut plus être seulement le pays qui encaisse. Elle veut être le pays qui frappe la profondeur russe, perturbe l'économie de guerre de Moscou et force le Kremlin à protéger son propre territoire. C'est une évolution majeure du conflit. Au début de la guerre, les partenaires occidentaux craignaient surtout l'escalade. Ils limitaient l'usage de certaines armes contre le territoire russe. Aujourd'hui, la ligne a bougé. Les frappes ukrainiennes sur les infrastructures russes sont devenues un instrument central de la guerre. Cette évolution pose un dilemme à l'OTAN. Si les Alliés donnent plus de capacité à l'Ukraine, Moscou accuse l'Occident d'élargir la guerre. Si les Alliés limitent leur soutien, la Russie conserve l'initiative et frappe les villes ukrainiennes avec moins de risques. L'abonnement, la cloche et le like permettent de soutenir notre chaîne et de continuer ce travail d'analyse sur les rapports de force, les décisions militaires et leurs conséquences économiques. Le sommet d'Ankara va aussi tester la cohésion politique de l'OTAN. Les pays de l'Est, comme la Pologne et les États baltes, veulent une ligne dure face à Moscou. Ils voient la guerre en Ukraine comme une menace directe sur leur propre sécurité. Plus à l'ouest, le débat est plus divisé. Certains gouvernements veulent renforcer l'aide à Kiev, mais craignent les coûts budgétaires. D'autres veulent parler de paix, mais sans pouvoir expliquer comment contraindre Moscou à négocier sérieusement. Entre ces deux positions, l'Ukraine demande surtout des armes. Donald Trump arrive dans ce sommet avec une posture particulière. Il veut pousser les Européens à payer davantage. Il veut aussi garder la main sur les grandes décisions de sécurité. Cela crée une tension classique. Washington demande à l'Europe plus d'autonomie, mais refuse que cette autonomie réduise trop l'influence américaine. Pour les Européens, l'enjeu est donc de bâtir une défense plus autonome sans provoquer une rupture transatlantique. C'est facile à dire. Dans les faits, l'Europe dépend encore des États-Unis pour plusieurs capacités clés: défense antimissile, renseignement stratégique, transport lourd, commandement, satellites, avions de combat, munitions et composants critiques. L'Ukraine sert de révélateur. Elle montre ce que coûte une guerre moderne contre une grande puissance industrielle. Elle montre aussi que la souveraineté militaire ne se décrète pas dans un discours. Elle se mesure en stock, en usines, en délai de production, en chaîne d'approvisionnement et en budget voté. La Russie exploite cette lenteur. Chaque vague de frappe sur Kiev rappelle que la guerre ne se joue pas au rythme des sommets diplomatiques. Moscou tire, Kiev encaisse, puis Kiev riposte. Pendant ce temps, les capitales occidentales discutent des volumes, des calendriers, des financements et des règles d'emploi. L'OTAN ne peut pas se contenter d'un communiqué ferme. Si le sommet d'Ankara ne débouche pas sur des livraisons concrètes, la Russie retiendra surtout que l'alliance parle plus vite qu'elle ne produit. C'est le risque principal pour la crédibilité occidentale.
Kiev attend surtout 3 choses: des intercepteurs pour défendre les villes, des armes de frappe pour toucher la logistique russe, et des engagements industriels pour ne pas dépendre de décisions politiques renouvelées tous les 3 mois. La défense aérienne est la priorité immédiate. Sans elle, l'Ukraine doit choisir les sites à protéger: Kiev, les centrales électriques, les bases militaires, les nœuds ferroviaires, les usines, les ports, les dépôts de carburant. Cette sélection permanente crée des vulnérabilités que la Russie cherche à exploiter. La deuxième priorité est la profondeur de frappe. L'Ukraine veut empêcher la Russie de mener une guerre confortable depuis l'arrière. Les raffineries, les terminaux pétroliers, les ponts et les bases logistiques deviennent des cibles parce qu'ils alimentent directement l'effort de guerre russe. La troisième priorité est politique. Zelensky veut verrouiller le soutien occidental avant que les divisions électorales, budgétaires et diplomatiques ne réduisent la marge de Kiev. Une guerre longue devient dangereuse si chaque livraison dépend d'un bras de fer interne à Washington ou à Bruxelles. Moscou espère exactement cela. La stratégie russe repose sur une conviction: les démocraties occidentales se fatiguent plus vite. Elles débattent, elles changent de majorité, elles contestent les dépenses, elles se divisent sur les priorités. Le Kremlin parie sur cette usure. L'Ukraine cherche donc à inverser le coup politique. En frappant les infrastructures russes, elle veut montrer que la Russie ne peut pas mener cette guerre sans payer chez elle. Des raffineries touchées, des ports perturbés, des dépôts incendiés et une Crimée sous pression peuvent modifier le calcul russe. Cette logique augmente aussi le risque d'escalade. Plus l'Ukraine frappe loin, plus la Russie menace. Plus la Russie frappe les villes, plus l'Ukraine réclame des armes capables de frapper loin. Le conflit avance par paliers, et chaque palier rend le retour en arrière plus difficile. Le sommet de l'OTAN à Ankara arrive donc à un moment de bascule. Les dirigeants occidentaux doivent décider s'ils veulent maintenir l'Ukraine dans une guerre défensive coûteuse, ou lui donner assez de moyens pour rendre la guerre insoutenable pour Moscou. Le résultat ne se verra pas seulement dans les conférences de presse, il se verra dans les livraisons d'intercepteurs, dans les contrats industriels, dans les lignes de production, dans les autorisations de frappe et dans la capacité européenne à prendre une part plus lourde du soutien militaire. Si Ankara produit seulement des formules politiques, la Russie continuera à tester les défenses ukrainiennes. Si Ankara produit des décisions concrètes, l'Ukraine peut renforcer sa défense aérienne et durcir sa campagne contre les infrastructures russes. Le conflit entre dans une phase où chaque camp cherche à casser la profondeur de l'autre. La Russie frappe Kiev pour épuiser l'Ukraine et montrer les limites occidentales. L'Ukraine frappe la logistique russe pour isoler la Crimée et rendre l'occupation plus coûteuse. Derrière les missiles, les drones et les sommets, le vrai sujet est la durée. La Russie veut durer plus longtemps que l'Occident. L'Ukraine veut prouver que Moscou ne peut pas absorber indéfiniment les pertes, les sabotages, les frappes et la pression économique. Ankara ne mettra pas fin à la guerre, mais ce sommet peut indiquer si l'OTAN accepte de passer d'un soutien réactif à une stratégie plus structurée. Pour Kiev, la différence est vitale. Pour Moscou, c'est le signal à surveiller. Dites en commentaire si vous pensez que l'Europe peut réellement compenser un désengagement américain, ou si l'Ukraine restera dépendante de Washington pour tenir face à la Russie.